Bonjour, comme vu dans la vidéo 106 sur l'énergie libre, Versailles n'était pas un château mais une ferme entourée d'immenses jardins potagers. Versailles n'avait pas été conçu pour être un lieu d'habitation. Pourtant, en 1682, Louis XIV et sa cour, ainsi que tous les employés, environ 10 000 personnes, emménagèrent dans ce lieu, sans chambre, sans salle d'eau, sans toilette, sans énergie libre. Versailles, le palais le plus somptueux jamais construit, des miroirs, de l'or, des lustres à couper le souffle, et pourtant, derrière cette façade de rêve, une réalité que personne ne vous a jamais racontée. 10 000 personnes vivaient entre ces murs, 10 000, des princes, des ducs, des marquises, mais aussi des milliers de serviteurs, de cuisiniers, de gardes, et chaque soir, tous ces gens devaient bien dormir quelque part. Sauf que Versailles n'a jamais été conçu pour loger 10 000 âmes. Alors, où dormaient-ils vraiment? Dans quelles conditions? Et pourquoi acceptaient-ils de vivre ainsi, entassés dans l'ombre du roi Soleil? Ce que vous allez découvrir va changer à jamais votre vision du château le plus célèbre du monde. Parce que la vérité sur Versailles n'a rien à voir avec ce qu'on vous a appris à l'école. Maintenant, ouvrons ensemble les portes que Versailles préfère garder fermées. Nous sommes le 6 mai 1682. Le soleil vient de se coucher sur la France et quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire. Des centaines de carrosses convergent vers un même point, soulevant des nuages de poussière sur les routes de l'Île-de-France. À leur bord, les plus grands noms du royaume, des ducs, des comtes, des marquises couvertes de soie et de perles. Tous se dirigent vers le même endroit. Tous répondent au même appel. Louis XIV vient d'annoncer que la cour de France s'installe définitivement à Versailles. C'est la première grande nuit. La nuit où des milliers de personnes vont devoir trouver où dormir dans ce palais encore inachevé. Et ce qui va se passer cette nuit-là va définir Versailles pour les 107 années suivantes. Imaginez la scène. Les carrosses arrivent par dizaines, puis par centaines. Les valets courent dans tous les sens, des torches à la main. Les malles s'empilent dans les couloirs. Les domestiques hurlent des ordres que personne n'écoute. Et au milieu de ce chaos, des hommes et des femmes parmi les plus puissants de France découvrent leur nouveau logement. Ce qu'ils découvrent va les choquer. Le duc de Saint-Simon, l'un des plus célèbres mémorialistes de l'époque, a décrit cette nuit dans ses écrits. Et ces mots sont sans appel. Il écrit que les logements étaient si petits, si incommodes, que les plus grands seigneurs s'y trouvaient entassés, comme des harengs, comme des harengs. Ce sont ces mots exacts. Des princes du sang, des maréchaux de France, des hommes qui possédaient des châteaux immenses en province, se retrouvent soudain dans des pièces minuscules, parfois sans fenêtres, parfois si basses de plafond qu'on ne peut pas s'y tenir debout. Et pourtant, aucun d'entre eux ne se plaint, aucun d'entre eux ne rebrousse chemin, parce qu'ils ont compris quelque chose d'essentiel. À Versailles, l'espace n'est pas une question de confort, c'est une question de survie politique. Pour comprendre ce qui se passe cette nuit-là, il faut d'abord comprendre les chiffres. Et ces chiffres sont vertigineux. Versailles, c'est 2300 pièces, 67 escaliers, 700 mètres de façade. C'est le plus grand palais jamais construit en Europe. Mais sur ces 2300 pièces, combien sont réellement habitables? Combien peuvent accueillir un lit, une table, un minimum de vie quotidienne? La réponse va vous surprendre, environ 350. 350 appartements pour loger des milliers de personnes. Et encore, le mot « appartement » est trompeur. Oubliez ce que vous imaginez quand vous entendez ce mot aujourd'hui. À Versailles, un appartement pour un courtisan de rang moyen, c'est souvent une seule pièce. Parfois deux si vous avez de la chance. Une pièce qui sert à la fois de chambre, de salon, de bureau et de salle à manger. Une pièce où vous dormez, où vous recevez, où vous vivez toute votre existence à la cour. Mais le plus troublant, c'est ce qu'on appelle les soupentes. Ce mot désigne les chambres aménagées sous les toits du château, dans les combles et les mansardes.
des centaines de petites pièces, coincées entre les charpentes, avec des plafonds si bas qu'un homme de taille moyenne doit courber la tête pour s'y déplacer. En été, ces soupentes deviennent des fournaises. Le soleil tape sur les toits d'ardoise et la chaleur s'accumule sans aucune ventilation. En hiver, c'est l'inverse. Le froid s'infiltre par toutes les fissures et les rares cheminées ne suffisent pas à réchauffer ces espaces mal isolés. C'est dans ces soupentes que dorment des marquis, des vicomtes, des hommes et des femmes, dont les familles servent les rois de France depuis des générations, des aristocrates qui possèdent des domaines immenses, des châteaux somptueux, des fortunes considérables, mais qui préfèrent dormir dans un placard sous les toits de Versailles plutôt que de retourner dans leur province. Pourquoi ? Parce qu'être loin du roi, c'est être oublié du roi. Et être oublié du roi, c'est perdre tout ce qui compte. Les pensions, les charges, les mariages avantageux pour vos enfants, les faveurs qui font et défont les carrières. À Versailles, la proximité physique avec Louis XIV est la seule monnaie qui vaille vraiment quelque chose. Mais revenons à cette première nuit de mai 1682. Pendant que les courtisans s'installent, tant bien que mal dans leur logement exigu, une autre population, bien plus nombreuse, cherche elle aussi où dormir. Les domestiques, les valets personnels, les femmes de chambre, les cuisiniers, les cochers, les porteurs de chaises. Pour chaque noble installé à Versailles, il faut compter en moyenne 4 à 5 domestiques. Et ces domestiques doivent bien dormir quelque part. C'est là que la réalité de Versailles devient vraiment troublante. Les valets personnels, ceux qui servent directement leur maître, dorment souvent dans la même pièce que lui, parfois sur un petit lit pliant, qu'on appelle un lit de sangle, installé au pied du lit principal. Parfois, simplement sur un matelas posé à même le sol. Ils doivent être disponibles à toute heure de la nuit, prêts à répondre au moindre appel. Leur sommeil n'est jamais vraiment un repos. C'est une attente permanente. D'autres domestiques dorment dans les couloirs. Oui, dans les couloirs. Ces longs passages qui relient les différentes parties du château deviennent, chaque nuit, des dortoirs improvisés. Des hommes et des femmes s'allongent sur des paillasses, serrés les uns contre les autres, essayant de trouver quelques heures de sommeil avant l'aube. Et dès que le jour se lève, ils doivent tout ranger, tout faire disparaître pour que les couloirs retrouvent leur apparence officielle. Car c'est là toute la logique de Versailles. Le jour, le palais doit resplendir. Il doit incarner la gloire du roi Soleil, la puissance de la France, la magnificence de la monarchie absolue. Mais la nuit, quand les bougies s'éteignent et que les portes se ferment, Versailles révèle son autre visage. Celui d'une immense ruche humaine où des milliers de corps s'entassent dans l'ombre, cherchant un peu de repos avant de reprendre leur rôle dans la grande comédie du pouvoir. Madame de Maintenon, la femme qui partage secrètement la vie de Louis XIV, a écrit dans une lettre de 1708 des mots qui résument parfaitement cette réalité. Elle écrit qu'on étouffe dans ce Versailles, que les logements sont si serrés qu'on ne peut respirer. Et cette femme, rappelons-le, dispose de l'un des plus beaux appartements du château, juste à côté de celui du roi. Si elle se plaint, imaginez ce que vivent les autres. Mais nous n'avons encore rien vu, car jusqu'ici, nous avons parlé de ceux qui avaient au moins un toit, un lit, un espace à eux. Il est temps maintenant de descendre plus bas dans la hiérarchie de Versailles. Il est temps de découvrir où dormaient les véritables invisibles de ce palais. Pour comprendre où dormaient vraiment les 10 000 habitants de Versailles, il faut oublier tout ce que vous savez sur ce palais. Il faut oublier la galerie des glaces, les grands appartements, les jardins à la française. Il faut regarder Versailles autrement. Non pas comme un monument, mais comme une ville verticale. Une ville avec ses quartiers riches et ses quartiers pauvres, ses avenues lumineuses et ses ruelles sombres, ses palaces et ses taudis. Sauf que tout cela est contenu dans un seul et même bâtiment. Commençons par le haut. Tout en haut, sous les toits, se trouvent les fameuses soupentes dont nous avons déjà parlé. Mais ces soupentes ne sont pas toutes identiques. Il existe une hiérarchie même dans l'inconfort.
Les meilleures soupentes, si on peut utiliser ce mot, sont celles qui disposent d'une petite fenêtre donnant sur les jardins. Elles offrent un peu de lumière naturelle et un peu d'air frais. Ces soupentes-là sont réservées aux courtisans de rang moyen, ceux qui ont assez d'influence pour obtenir un logement, mais pas assez pour prétendre à un véritable appartement dans les étages nobles. Les autres soupentes, les plus nombreuses, n'ont pas de fenêtre du tout. Elles donnent sur des cours intérieures ou sur rien. Ce sont des boîtes sombres où la seule lumière vient d'une bougie. Des boîtes où l'air ne circule pas, où l'humidité s'accumule en hiver et où la chaleur devient suffocante en été. C'est dans ces boîtes que dorment des hommes et des femmes qui portent certains des plus grands noms de France. Descendons maintenant d'un niveau. Entre les grands étages officiels et les combles, les architectes de Versailles ont créé ce qu'on appelle des entresols. Ce sont des étages intermédiaires, coincés entre deux niveaux principaux, avec des plafonds qui dépassent rarement 1,70 m. Un homme de taille normale ne peut pas s'y tenir tout à fait droit. Ces entresols ont été conçus pour maximiser l'espace habitable du château, pour créer des logements supplémentaires là où il n'y en avait pas. Ils sont réservés aux domestiques de rang supérieur, ceux qui servent directement les plus grands seigneurs et qui ont besoin d'être logés à proximité de leur maître. Descendons encore. Au niveau des étages nobles, là où se trouvent les véritables appartements, une autre réalité se cache derrière les portes dorées. Chaque appartement, aussi petit soit-il, contient des espaces encore plus petits. On les appelle des garde-robes. À l'origine, ce mot désigne simplement l'endroit où l'on range les vêtements. Mais à Versailles, les garde-robes sont devenus des chambres. Des femmes de chambre y dorment, parfois à 2 ou 3, dans un espace qui fait à peine la taille d'un placard moderne. Elles sont là, disponibles jour et nuit, prêtes à répondre au moindre appel de leur maîtresse. Leur sommeil est fragmenté, interrompu, jamais vraiment réparateur. Sortons maintenant du château principal. À quelques dizaines de mètres de la façade sud, se dresse un bâtiment massif que les visiteurs d'aujourd'hui ignorent souvent. On l'appelle le Grand Commun. C'est là que bat le véritable cœur logistique de Versailles. Le Grand Commun abrite les cuisines qui nourrissent toute la cour, les offices où l'on prépare les services, les réserves où l'on stocke les provisions. Mais le Grand Commun abrite aussi des centaines de personnes. Les cuisiniers, les marmitons, les officiers de bouche, tous ceux qui travaillent ont à nourrir les 10 000 habitants du palais. Ces hommes et ces femmes dorment dans des dortoirs sommaires, souvent à proximité immédiate de leur lieu de travail. Les marmitons, ces jeunes garçons qui aident aux cuisines, dorment parfois sous les tables où ils ont travaillé toute la journée. Ils s'enroulent dans des couvertures à même le sol, dans la chaleur résiduelle des fourneaux qui ne s'éteignent jamais vraiment. Leur journée commence avant l'aube et se termine tard dans la nuit. Leur sommeil n'est qu'une parenthèse entre deux services. Plus loin encore, dans les dépendances du domaine, se trouvent les écuries. Versailles possède des écuries immenses, capables d'accueillir plus de 2000 chevaux. Et là où il y a des chevaux, il faut des hommes pour s'en occuper. Les palefreniers dorment dans les écuries, souvent dans des soupentes aménagées au-dessus des boxes. L'odeur des chevaux, le bruit de leurs sabots sur la paille, le hennissement occasionnel au milieu de la nuit, tout cela fait partie de leur quotidien. Certains préfèrent même dormir directement dans la paille, près des animaux dont ils ont la charge. Mais il reste encore une catégorie de personnes dont nous n'avons pas parlé, ceux qui travaillent à Versailles, mais qui n'y dorment pas. Car le château, aussi immense soit-il, ne peut pas contenir tout le monde. Des milliers de personnes sont attachées à la cour, mais logées en ville, dans ce qu'on appelle simplement la ville de Versailles. Cette ville n'existait pratiquement pas avant Louis XIV. Elle a grandi en même temps que le château pour répondre à ses besoins. Des auberges, des maisons de location, des chambres meublées ont surgi de terre pour accueillir tous ceux qui gravitent autour du pouvoir sans avoir le privilège d'un logement au palais. Chaque matin, avant l'aube, un flot humain quitte la ville pour rejoindre le château. Chaque soir, ce même flot fait le chemin inverse.
c'est une migration quotidienne, un va-et-vient incessant qui rythme la vie de Versailles. Certains marchent, d'autres prennent des voitures de louage. Tous savent qu'être en retard, c'est risquer de perdre sa place. Maintenant que nous avons cartographié cette géographie secrète du sommeil, une question s'impose. Qui décide de tout cela? Qui attribue les logements? Qui choisit qui dort où? Qui détermine la hiérarchie de l'espace? La réponse est simple et terrifiante à la fois. Un seul homme, Louis XIV lui-même. Le roi contrôle personnellement l'attribution des logements à Versailles. Chaque appartement, chaque soupente, chaque recoin habitable est un cadeau royal. Et comme tout cadeau royal, il peut être donné, mais il peut aussi être retiré. Obtenir un logement à Versailles est le signe ultime de la faveur du roi. Perdre son logement est une disgrâce publique, une humiliation que toute la cour observe et commente. Il existe même une formule rituelle que les courtisans doivent prononcer pour solliciter un logement. Ils s'approchent du roi et disent simplement ces deux mots « Sire, logez ». C'est une supplique, une prière, un aveu de dépendance absolue. Et le roi peut répondre oui, il peut répondre non, il peut aussi ne rien répondre du tout et faire attendre le solliciteur pendant des mois, des années parfois, dans une incertitude savamment entretenue. L'histoire du duc de Lauzun illustre parfaitement ce système. Lauzun était l'un des favoris de Louis XIV, un homme brillant, audacieux, qui avait su plaire au roi. Il disposait d'un appartement magnifique à Versailles, signe de sa position privilégiée. Puis il est tombé en disgrâce. Les raisons exactes importent peu ici. Ce qui compte, c'est ce qui s'est passé ensuite. Son appartement lui a été retiré et donné à un rival. Du jour au lendemain, Lauzun s'est retrouvé sans logement. Il a dû quitter Versailles. Pour un courtisan, c'était une mort sociale. Saint-Simon a résumé cette réalité dans une phrase qui dit tout. Il a écrit qu'un appartement à Versailles était plus précieux qu'un duché en province, plus précieux qu'un duché. Ces quelques mètres carrés sous les toits du palais valaient en plus, aux yeux des courtisans, que des domaines immenses avec leurs châteaux, leurs terres et leurs revenus. Car c'était là tout le génie cruel de Louis XIV. Il avait compris que l'espace pouvait être une arme. En concentrant toute la noblesse de France dans un seul lieu, en la forçant à vivre dans des conditions d'inconfort qu'elle n'aurait jamais acceptées ailleurs, il la tenait sous son contrôle absolu. Les grands seigneurs qui auraient pu lui faire de l'ombre dans leur province étaient désormais des quémandeurs, des courtisans obsédés par la taille de leurs chambres et la proximité de leurs fenêtres avec les appartements royaux. L'inconfort de Versailles n'était pas un défaut du système. C'était le système lui-même. Nous avons parlé de l'espace, nous avons parlé du pouvoir, mais il y a une dimension de la vie à Versailles que les livres d'histoire préfèrent souvent ignorer. Une dimension qui touche au corps lui-même, à ses besoins les plus élémentaires, à ses réalités les plus crues. Car 10 000 personnes qui vivent ensemble, ce ne sont pas seulement 10 000 âmes, ce sont 10 000 corps, des corps qui mangent, qui transpirent, qui ont des besoins naturels. Et Versailles, malgré toute sa splendeur, n'a jamais été conçu pour gérer cette réalité. Commençons par une question que personne ne pose jamais. Où allaient aux toilettes les 10 000 habitants de Versailles? La réponse va peut-être vous choquer. Versailles ne disposait que de très peu de ce qu'on appelait à l'époque des lieux à l'anglaise, ces ancêtres de nos toilettes modernes. La grande majorité des courtisans utilisaient ce qu'on appelait des chaises percées. C'étaient des sièges avec un trou au centre, posés sur un récipient qu'il fallait ensuite vider. Chaque appartement, aussi petit soit-il, contenait au moins une de ces chaises, et chaque matin, les domestiques devaient emporter le contenu de ces chaises pour le jeter quelque part. Mais où exactement? C'est là que les choses deviennent vraiment troublantes. Il n'existait pas de système d'évacuation efficace à Versailles. Les domestiques vidaient les chaises percées dans des seaux, puis transportaient ces seaux vers des fosses situées dans les cours intérieures ou aux marges du domaine. Mais ce système était insuffisant, débordé par le nombre de personnes à servir. Alors certains prenaient des raccourcis,
Les couloirs, les escaliers dérobés, les recoins sombres devenaient des latrines improvisées, des endroits où l'on se soulageait rapidement, en espérant que personne ne verrait. La princesse Palatine, belle-sœur de Louis XIV, a laissé des témoignages sans concession sur cette réalité. Dans une lettre datée de 1702, elle écrit que les passages, les cours, les bâtiments et les corridors sont remplis d'urine et de matière fécale. Elle ajoute que dans l'aile même où logent les ministres, un homme a pris l'habitude de faire ses besoins tous les jours au même endroit. Ce sont ces mots. La belle-sœur du roi, une princesse allemande, habituée aux cours les plus raffinés d'Europe, décrit Versailles comme un lieu où l'on marche littéralement dans les excréments. Et ce n'est pas tout. À cette réalité sanitaire s'ajoute une autre dimension que nous avons du mal à imaginer aujourd'hui. L'odeur. Versailles sentait. Il sentait fort. Il sentait en permanence. Car à l'époque de Louis XIV, les bains sont considérés comme dangereux pour la santé. On croit que l'eau chaude ouvre les pores de la peau et laisse entrer les maladies. Les médecins déconseillent de se laver trop souvent. Le roi lui-même ne prend qu'un bain par an, parfois moins. Les courtisans suivent donc son exemple. Alors comment gérait-on cette réalité? Par les parfums. Des parfums lourds, capiteux, entêtants, destinés à masquer les odeurs corporelles. Les hommes et les femmes de la cour se couvraient de senteurs, s'aspergeaient d'eau parfumée, portaient des sachets odorants dans leurs vêtements. Mais ces parfums ne faisaient que s'ajouter aux autres odeurs, créant un mélange que nous aurions probablement du mal à supporter aujourd'hui. Ajoutez à cela les bougies qui fument en permanence, les feux de cheminée qui dégagent des cendres et de la suie, les cuisines qui fonctionnent jour et nuit et dont les odeurs de graisse et de viande rôtie se répandent dans les couloirs. Ajoutez les animaux de compagnie, car les courtisans adoraient les animaux, des chiens par dizaines, des singes exotiques, des oiseaux en cage, tous vivant dans ces appartements déjà trop petits. Le Versailles que nous visitons aujourd'hui sent le parquet ciré et l'air climatisé. Le Versailles de Louis XIV sentait l'humanité dans toute sa crudité. Maintenant, parlons de la nuit, car la nuit, toutes ces réalités s'intensifiaient, dans ces appartements minuscules, dans ces soupentes étouffantes, dans ces couloirs transformés en dortoirs, des milliers de personnes tentaient de dormir. Mais dormir à Versailles, c'était accepter une promiscuité que nous aurions du mal à concevoir. Les domestiques dormaient souvent au pied du lit de leur maître, parfois dans la même pièce que le couple qu'ils servaient. Les femmes de chambre étaient réveillées plusieurs fois par nuit pour répondre aux besoins de leur maîtresse. Les valets devaient rester alertes, prêts à bondir au moindre appel. Dans les logements des courtisans eux-mêmes, la situation n'était guère meilleure. Les murs étaient minces, les cloisons mal isolées. On entendait tout, les conversations, les disputes, les ronflements, les bruits les plus intimes. Il n'y avait pas vraiment d'intimité à Versailles. Chacun vivait sous le regard et l'oreille des autres. Cette promiscuité était acceptée parce qu'elle était universelle. Du plus humble domestique au plus grand duc, personne n'échappait vraiment à cette réalité. Personne, sauf un homme. Louis XIV. Le roi dormait seul, dans un lit immense, au centre exact du château. Sa chambre était le point vers lequel tout convergeait, le cœur géographique et symbolique de Versailles. Pour atteindre cette chambre, il fallait traverser des antichambres successives, des salons de garde, des pièces de réception. Chaque étape était surveillée par des gardes, des huissiers, des officiers de la chambre. Le sommeil du roi était protégé, sanctuarisé, alors que celui de ses 10 000 sujets était fragmenté, interrompu, sacrifié. Car c'était là toute la logique du système. Versailles n'avait pas été construit pour le confort de ceux qui y vivaient. Versailles avait été construit pour la gloire d'un seul homme. Les 9 999 autres n'étaient que les figurants de cette gloire. Leur inconfort, leur entassement, leur manque de sommeil n'étaient pas des problèmes à résoudre, c'étaient des outils de contrôle. Un courtisan épuisé, mal logé, dépendant du bon vouloir royal,
pour améliorer sa situation, était un courtisan docile. Et pourtant, ils restaient tous. Ils acceptaient les odeurs, la promiscuité, le manque de sommeil, l'absence totale d'intimité. Ils acceptaient de vivre dans des conditions que leurs propres paysans auraient refusées. Pourquoi ? Parce que l'alternative était pire. L'alternative, c'était l'oubli. L'alternative, c'était retourner dans leur province, loin des yeux du roi, loin des faveurs, loin du pouvoir. Un proverbe circulait à l'époque parmi les courtisans, absent de la cour, absent du cœur. Ces 6 mots résumaient tout. Être loin de Versailles, c'était cesser d'exister politiquement. Alors, ils serraient les dents. Ils souriaient au roi chaque matin lors du lever. Ils faisaient semblant de trouver leur soupente charmante. Ils masquaient leurs odeurs sous des parfums. Ils dormaient 3 ou 4 heures par nuit et prétendaient que tout allait bien. Car à Versailles, se plaindre était la pire des fautes. Se plaindre, c'était montrer qu'on n'était pas digne de la faveur royale. Se plaindre, c'était risquer de perdre le peu qu'on avait. Le duc de Saint-Simon, encore lui, a résumé cette réalité dans une phrase terrible. Il a écrit qu'il fallait être vu, se montrer, paraître, même si l'on crevait de faim dans sa soupente, même si l'on crevait de faim. Ces mots disent tout de la violence silencieuse de Versailles, une violence qui ne s'exerçait pas par les armes, mais par l'espace, par le sommeil, par le contrôle des corps. Jusqu'à présent, nous avons parlé des courtisans, des ducs, des marquises, de tous ces nobles qui acceptaient l'inconfort pour rester près du roi. Mais il est temps maintenant de descendre encore plus bas dans la hiérarchie de Versailles. Il est temps de parler de ceux dont les mémoires de l'époque ne parlent presque jamais. Les invisibles, les oubliés, les milliers de mains qui permettaient à ce palais de fonctionner chaque jour et chaque nuit. Car pour chaque noble installé à Versailles, il fallait 4, 5, parfois 10 domestiques. Pour chaque repas servi dans les grands appartements, il fallait des dizaines de cuisiniers, de marmitons, de serveurs. Pour chaque carrosse qui arrivait dans la cour, il fallait des palefreniers, des cochers, des valets d'écurie. Ces gens-là ne laissaient pas de mémoire. Ils n'écriviront pas de lettres que les historiens pourraient retrouver des siècles plus tard. Ils vivaient, travaillaient, dormaient et mouraient dans l'ombre du roi Soleil, sans que personne ne juge utile de noter leurs noms. Commençons par les femmes de chambre. Ces femmes étaient attachées au service personnel des grandes dames de la cour. Elles les habillaient, les coiffaient, les déshabillaient, les veillaient pendant leur maladie. Elles devaient être disponibles à toute heure, de jour comme de nuit. Et où dormaient-elles ? Dans des garde-robes, ces petits espaces aménagés dans les appartements de leur maîtresse, des espaces si étroits que parfois 2 ou 3 femmes devaient s'y entasser ensemble. Leur sommeil n'était jamais vraiment un repos, c'était une attente. Elles dormaient avec une oreille ouverte, prêtes à se lever au moindre appel, à la moindre sonnette. Certaines de ces femmes passaient leur vie entière dans cette condition. Elles entraient au service d'une grande dame à 15 ou 16 ans, et elles y restaient jusqu'à leur mort. Elles n'avaient pas de vie propre, pas de famille, pas d'existence en dehors de celle de leur maîtresse. Quand leur maîtresse mourait, elles devaient espérer qu'une autre voudrait bien les prendre à son service. Sinon, c'était la rue. Descendons maintenant vers les cuisines. Le grand commun, ce bâtiment massif adjacent au château, abritait les cuisines principales de Versailles. C'était un monde en soi, avec sa propre hiérarchie, ses propres règles, son propre rythme. Tout en haut, les officiers de bouche, ces maîtres cuisiniers responsables de la table royale. Ils disposaient de logements relativement corrects à l'étage supérieur du grand commun. Mais en dessous d'eux, une armée de travailleurs vivait dans des conditions bien différentes. Les marmitons étaient les plus bas dans cette hiérarchie. C'étaient souvent des garçons très jeunes, parfois à peine sortis de l'enfance, envoyés par leurs familles pauvres pour apprendre un métier. Ils arrivaient de leur province, avec l'espoir d'une vie meilleure, et découvraient
une réalité brutale. Ils travaillaient de l'aube jusqu'à tard dans la nuit, épluchant des légumes, tournant des broches, récurant des marmites. Et quand venait le moment de dormir, ils s'allongeaient où ils pouvaient, sous les tables de travail, sur des sacs de farine empilés dans un coin, à même le sol de pierre, près des fourneaux qui ne s'éteignaient jamais vraiment. Ces fourneaux dégageaient une chaleur permanente qui rendait les nuits d'été insupportables. Mais en hiver, cette chaleur devenait une bénédiction. Les marmitons se serraient les uns contre les autres, cherchant un peu de tiédeur dans cet environnement hostile. Certains d'entre eux tombaient malades. La fatigue, la malnutrition, malgré l'abondance de nourriture autour d'eux, car il était interdit de toucher aux plats destinés à la cour, le manque de sommeil, tout cela affaiblissait leur corps. Certains mouraient, et quand un marmiton mourait, on en faisait venir un autre de province. La machine continuait de tourner. Parlons maintenant des porteurs de chaises. À Versailles, les distances étaient immenses. Pour se déplacer d'une aile à l'autre du château, pour traverser les jardins, pour rejoindre les dépendances, les courtisans utilisaient des chaises à porteurs. Ces chaises étaient soulevées et transportées par des hommes, 2 à l'avant et 2 à l'arrière, qui devaient parfois courir pour satisfaire l'impatience de leur maître. Ces hommes attendaient leurs clients dans les antichambres, dans les cours, parfois pendant des heures. Quand une fête se prolongeait tard dans la nuit, ils devaient rester disponibles, somnolents debout contre un mur ou accroupis dans un coin. Et où dormaient-ils quand ils pouvaient enfin dormir? Certains avaient des logements en ville, dans les quartiers pauvres de Versailles. D'autres n'avaient même pas cette chance. Ils dormaient dans les cours du château, sous les arcades, quand il pleuvait, à la belle étoile, quand le temps le permettait. Leur corps était usé par l'effort constant de porter des charges lourdes sur des distances considérables. Leur dos se courbait, leurs jambes s'abîmaient. À 40 ans, beaucoup étaient déjà des vieillards. Les gardes suisses et français représentaient une autre catégorie d'invisibles. Ces soldats assuraient la sécurité du château et du roi. Ils montaient la garde pendant des heures, immobiles, dans leurs uniformes impeccables. Ils patrouillaient dans les couloirs, surveillaient les entrées, protégeaient les appartements royaux. Leur discipline était absolue, leur obéissance totale, et leurs conditions de vie étaient spartiates. Ils dormaient dans des casernes situées aux marges du domaine, dans des dortoirs où les lits étaient alignés les uns à côté des autres, sans aucune intimité. Leur sommeil était régulièrement interrompu par les rondes, les alertes, les changements de garde. Tous ces gens, les femmes de chambre, les marmitons, les porteurs, les gardes, avaient quelque chose en commun. Ils étaient indispensables au fonctionnement de Versailles, mais ils étaient invisibles aux yeux de ceux qu'ils servaient. Les mémorialistes de l'époque, quand ils daignent les mentionner, le font avec une indifférence qui nous choque aujourd'hui. Ils parlent des domestiques comme on parlerait de meubles, d'outils, d'éléments du décor. Et pourtant, sans eux, rien n'aurait été possible. Sans les femmes de chambre, les grandes dames n'auraient pas pu s'habiller. Sans les cuisiniers et les marmitons, les banquets royaux n'auraient pas existé. Sans les porteurs, les courtisans auraient dû marcher dans la boue. Sans les gardes, le roi aurait dormi sans protection. Versailles reposait tout entier sur les épaules de ces anonymes, et Versailles les écrasait en retour. Car c'est peut-être là la vérité la plus troublante de ce palais. Versailles n'a pas été construit sur l'or et le marbre. Il a été construit sur l'épuisement de milliers de corps anonymes, des corps qui travaillaient sans relâche, qui dormaient à peine, qui s'usaient au service d'une gloire qui n'était pas la leur. Certains de ces corps ont été enterrés dans des fosses communes, sans pierre tombale, sans nom. L'histoire a retenu Louis XIV, Madame de Maintenon, le duc de Saint-Simon. Elle a oublié les milliers d'autres qui ont permis à ces noms de briller. Et maintenant, une question se pose. Si les conditions étaient si terribles, pourquoi restaient-ils tous ? Pourquoi les domestiques ne partaient-ils pas chercher une vie meilleure ailleurs ? Pourquoi les courtisans n'abandonnaient-ils pas leurs soupentes étouffantes pour retourner dans leur château de province ? La réponse est la même pour tous, nobles comme serviteurs,
parce qu'il n'y avait pas vraiment d'ailleurs, parce que Versailles, avec toute sa cruauté, restait le centre du monde, et que quitter ce centre, c'était accepter de n'être plus rien. Ce système a duré plus d'un siècle. Pendant 107 ans exactement, des milliers de personnes ont accepté de vivre entassées dans l'ombre du roi, de dormir dans des placards, de sacrifier leur confort et leur dignité pour rester près du pouvoir. Et puis, un matin d'octobre 1789, tout s'est effondré. Nous sommes le 5 octobre. À Paris, la colère gronde depuis des mois. Le pain manque, les prix flambent, le peuple a faim. Et ce matin-là, quelque chose bascule. Des milliers de femmes, des poissonnières, des marchandes, des ouvrières, décident de marcher sur Versailles. Elles veulent du pain. Elles veulent voir le roi. Elles veulent que quelque chose change enfin. La marche dure plusieurs heures sous la pluie. Les femmes avancent, sur la route boueuse, armées de pics, de fourches, de tout ce qu'elles ont pu trouver. Derrière elles, des hommes les rejoignent peu à peu. La foule grossit. Quand elle arrive aux portes de Versailles, elle compte plusieurs milliers de personnes. Et pour la première fois de son histoire, le palais le plus protégé de France se retrouve face à ceux qu'il a toujours ignorés. Ce qui se passe ensuite est connu. La foule envahit le château. Elle force les grilles, se répand dans les cours, monte les escaliers. Des gardes sont tués. Marie-Antoinette manque d'être lynchée dans ses appartements. Le chaos règne pendant des heures, dans ses couloirs, où d'habitude, tout est ordre et étiquette. Mais ce qui est moins connu, c'est ce que les émeutiers ont découvert en pénétrant dans Versailles. Ils s'attendaient à trouver un palais de rêve, un lieu où tout n'était que luxe, abondance et facilité. Ils avaient imaginé des appartements immenses, des lits de soie, des tables croulant sous la nourriture. Ce qu'ils ont découvert les a surpris. Derrière les grands appartements d'apparat, ils ont trouvé les soupentes, les garde-robes, les couloirs où dormaient les domestiques. Ils ont vu les conditions réelles de vie de tous ceux qui servaient la cour. Et certains ont compris que les serviteurs de Versailles n'étaient pas si différents d'eux, car c'était là l'ironie cruelle de la situation. Les révolutionnaires venaient renverser un monde de privilèges, mais ce monde reposait lui-même sur l'exploitation de milliers d'invisibles. Les marmitons qui dormaient sous les tables, les femmes de chambre enfermées dans leurs placards, les porteurs de chaises épuisés, tous ces gens-là n'étaient pas les ennemis du peuple, ils étaient le peuple. Ils avaient simplement eu la malchance de servir ceux que le peuple haïssait. Le lendemain, le 6 octobre, Louis XVI cède. Il accepte de quitter Versailles pour Paris, accompagné de sa famille. Le cortège royal traverse la foule, escorté par les émeutiers qui portent des piques ornées de pain. C'est une humiliation totale, la fin d'un monde qui semblait éternel. Et derrière le carrosse royal, des milliers de courtisans, de domestiques, de gardes, comprennent que tout est fini. Versailles, le centre du monde pendant plus d'un siècle, vient de perdre sa raison d'être. Dans les jours qui suivent, le château se vide. Les courtisans partent, certains vers Paris, d'autres vers leur province, d'autres encore vers l'étranger. Les domestiques sont licenciés par centaines, jetés sur les routes sans ressources. Les cuisines s'éteignent, les écuries se vident, les jardins sont abandonnés à eux-mêmes. Et soudain, les couloirs qui bruissaient chaque nuit de 10 000 respirations deviennent silencieux. Versailles, pour la première fois depuis 1682, est vide. Ce silence va durer longtemps. Pendant la Révolution, on envisage de détruire le château, symbole honni de l'Ancien Régime. Finalement, on se contente de vendre son mobilier, de disperser ses trésors aux enchères. Versailles devient un fantôme, un souvenir d'un monde disparu. Il faudra attendre des décennies avant qu'on ne commence à le restaurer, à le transformer en musée, à lui donner la fonction qu'il a aujourd'hui. Et aujourd'hui, justement, aujourd'hui, 7 millions de visiteurs traversent
Versailles chaque année. Ils viennent du monde entier pour admirer la galerie des glaces, pour photographier les jardins à la française, pour rêver devant le lit où dormait le roi Soleil. Ils parcourent les grands appartements, éblouis par les dorures et les plafonds peints. Ils imaginent les bals, les fêtes, les intrigues de cour. Mais combien d'entre eux s'arrêtent devant une porte basse? Combien lèvent les yeux vers les fenêtres des combles? Combien imaginent les milliers de corps qui dormaient là-haut, entassés dans des soupentes étouffantes, rêvant peut-être d'un regard royal qui ne viendrait jamais? Combien pensent aux femmes de chambre enfermées dans leur garde-robe, aux marmitons couchés sous les tables, aux porteurs dormant dans les cours? Versailles nous fascine parce qu'il incarne un rêve, le rêve du pouvoir absolu, de la beauté parfaite, de la grandeur sans limite. Mais Versailles devrait aussi nous troubler, car derrière ce rêve se cachait une réalité bien plus sombre, un système où l'espace était une arme, où le sommeil était un privilège, où des milliers de vies étaient comme des sacrifiés sur l'autel de la gloire d'un seul homme. Peut-être que Versailles nous parle encore aujourd'hui. Il nous parle de ces systèmes où l'on accepte l'inconfort pour rester proche du pouvoir, de ces mondes où l'apparence compte plus que le bien-être, de ces vies passées à attendre un regard, une faveur, une reconnaissance qui ne vient jamais. Chateaubriand, le grand écrivain du XIXe siècle, a trouvé les mots justes pour décrire ce que fut Versailles. Il a écrit que Versailles était une immense hôtellerie de la vanité où chacun payait son gîte de sa liberté. Une hôtellerie de la vanité, c'est exactement cela, un lieu où des milliers de personnes acceptaient de vivre dans des conditions indignes, simplement pour avoir le droit de dire qu'elles vivaient à Versailles. Un lieu où l'adresse comptait plus que le confort, où le prestige valait plus que le sommeil, où la proximité avec le roi justifiait tous les sacrifices. La prochaine fois que vous visiterez Versailles, je vous invite à regarder autrement. Levez les yeux vers les toits, repérez les petites fenêtres des mansardes, cherchez les portes étroites, les escaliers dérobés, les passages oubliés, car c'est là, dans l'ombre des dorures, que battait le véritable cœur du palais, celui de 10 000 âmes qui, chaque nuit, fermaient les yeux dans l'espoir que le lendemain, peut-être, leur vie changerait. C'était cela, Versailles, la plus grande scène du monde. Et ces 10 000 figurants, dormant dans les coulisses, attendant un lever de rideau qui ne venait que pour un seul homme.